Bonsoir à vous. Ce que je vais vous présenter, c'est donc quelques éléments de réflexion autour des biopics de scientifiques. Donc les biopics, c'est des films sur les scientifiques, mais je vais présenter ça rapidement. D'une façon un peu générale, si vous suivez de près ou de loin, ou même de très loin, l'actualité du cinéma, vous avez remarqué que l'actualité, les calendriers des sorties, sont dominés par ce qu'on appelle les blockbusters. C'est-à-dire, si on essaie de définir ça un peu à la fronde, des films qui ont des énormes budgets, qui ont une énorme campagne promotionnelle, et qui actuellement sont aussi dominés par tout ce qui est adaptation, suite, remake, spin-off, tout ça. Donc là j'ai mis une petite liste de toutes les suites adaptations qu'on peut avoir déjà en ce début d'année. Donc d'un côté on a ces blockbusters, et de l'autre côté on a d'autres sorties attendues qui sont les films de festival, des films un petit peu catégorisés comme films d'auteur ou films artistiques, qui ont un budget et une promo beaucoup moindre. Mais cette année, il y a le nouveau film de Christopher Nolan qui sort, Christopher Nolan, c'est un réalisateur qui est un peu particulier parce qu'il arrive à exister dans le système des studios avec des gros films à gros budget, avec des gros promos et des grosses stars à l'intérieur, mais en ayant toujours une certaine ambition artistique à faire des films assez particuliers et assez personnels. Donc on va pas s'intéresser à Christopher Nolan aujourd'hui, c'est juste que celui qui sort cette année, son film, c'est Oppenheimer, qui est donc focalisé sur J.R. Oppenheimer, un des pères de la bombe atomique, qui a donc assuré le développement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Américains. Donc il s'agit d'un biopic de scientifique. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de parler de ça aujourd'hui, vu que ça parle de cinéma, et j'aime bien le cinéma, ça parle de science et de diffusion des sciences. Et j'aime bien, et puis j'aime bien le lieu aussi. Voilà. Donc, si on parle de biopic de scientifique, déjà on peut déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un biopic. En fait, le biopic c'est un terme un peu valise, inventé pour désigner tous les films qui sont centrés sur la vie d'une personne réelle et de ses accomplissements. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup de biopics sur des chanteurs et des groupes de musique célèbres qui forment presque un genre en soi. Donc, ces dernières années, on a eu sur Queen, sur Elton John, et puis il y en a eu toute une flopée. D'ailleurs, je recommande sur YouTube une vidéo qui s'appelle The Broken Formula of My Music Biopics. C'est une vidéo en anglais, mais qui justement fait un peu l'étude de tous les tropes, les clichés et un peu la formule des films, des biopics de musiciens. Donc c'est en anglais, mais c'est assez intéressant, et puis il y a des choses qui recoupent un petit peu ce qu'on va dire aussi. Donc de façon générale, ces biopics, ils ont un petit peu une réputation de films très académiques, un peu de films à Oscar, surtout quand on parle de films qui viennent des États-Unis. Si on regarde sur les dernières années, ils ont eu beaucoup de récompenses, notamment au niveau des Oscars, au niveau du meilleur film, meilleur acteur, et des biopics de scientifiques ne sont pas confirment un petit peu cette règle, vu qu'au début des années 2000, il y a eu Un homme d'exception sur le mathématicien John Nash, qui a eu l'Oscar du meilleur film, et plus récemment, une merveilleuse histoire du temps sur le physicien Stephen Hawking, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur. Donc, ces biopics, ils ont un peu cette réputation académique et un peu ce prestige pour les récompenses, mais en fait ils vont toujours poser des questions un peu transversales, notamment vu que c'est une représentation fictive d'une vie entre guillemets réelle. Donc du coup, c'est toujours un peu le questionnement de savoir comment on prend en compte les contraintes du médium, du film, vu qu'en fait, même si la plupart de ces biopics se basent sur des biographies, les biographies sont des livres qui peuvent prendre la taille qu'ils veulent, alors que les films sont généralement... la plupart des films font autour de 2 heures, et donc on ne peut pas tout raconter dans un film. Et aussi de la vision des personnages. Donc, je mets vision au pluriel parce qu'il va y avoir bien sûr les visions des scénaristes, des gens qui font les scénarios, des producteurs, des réalisateurs, mais aussi va rentrer en compte la vision que le public peut avoir de ces personnes. C'est un peu différent qu'on fasse un film sur vous ne connaissez pas cette personnalité, mais en fait il a révolutionné votre vie, et un film sur vous pensiez la connaître, mais en fait il y a des choses que vous ne connaissez pas sur eux. Donc du coup ce sont des choses un peu différentes. Et donc,
on parlait de la durée d'un film et de son contenu, donc du coup ça pose un petit peu toutes ces questions de comment représenter. Donc du coup il y a certains films qui veulent essayer de représenter toute la vie des personnages, d'autres qui vont s'arrêter à un épisode particulier, donc on sait pas, donc il faut voir un petit peu où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit. Qu'est-ce qu'on montre aussi, qu'est-ce qu'on omet, parce qu'on peut se dire que pour certaines personnes, on va omettre certains éléments, mais ben, du coup, si on a un peu une autre approche on a une autre vision du personnage, on peut se dire que c'est quelque chose d'important qui a été omis, ou que l'enlever, ça prête un peu à confusion sur le personnage. Et ça joue aussi sur en fait, l'une des façons qui est utilisée pour régler en fait cette question, c'est d'utiliser des temporalités différentes. Donc pas forcément des films linéaires et dans l'ordre chronologique, mais utiliser des ellipses, des flashbacks, flash-forward, des systèmes un peu non linéaires, donc pour un peu essayer d'évoquer une vie sans vraiment la raconter dans son ensemble. Donc, en plus, donc, ensuite je parlais donc de la vision un petit peu qu'on peut avoir de ces personnalités. Donc, il y a à la fois en fait la façon de représenter le personnage principal, surtout en fait comment dire, certaines de ses particularités, de sa vie, de son origine, notamment par exemple quand on peut parler de handicap et de sexualité, c'est aussi des choses qui viennent dans les biopics de scientifiques. Surtout quand c'est justement présenté comme un point essentiel du film, c'est vraiment une grosse partie du film qui va tourner là-dessus. Donc par exemple, je vais parler un petit peu, pour prendre un exemple de ce que j'allais évoquer juste avant, il y a un homme d'exception sur John Nash. En fait, John Nash est un mathématicien qui était atteint de schizophrénie et qui a dû vivre avec ses troubles pendant une partie de sa vie. Et le film, en fait, le raconte d'une façon assez différente de ce qu'il avait vécu lui ou de comment est la schizophrénie. Donc du coup dans le film, il voit des personnages qui n'existent pas et en fait on apprend au cours du film que certains personnages qu'on voyait n'existaient pas, ils n'existaient que dans sa tête, alors qu'en fait c'est pas ce qui se passait dans sa propre vie. Donc ça pose un petit peu des questions de comment on représente ces personnages, comment on représente ces aspects de leur vie, surtout quand ils sont peut-être assez mal connus en général du grand public. Donc c'est un aspect sur les personnages principaux qui peut amener à se questionner, mais il y a aussi les personnages secondaires qui vont être parfois simplifiés pour être plus des personnages fonctions qui vont un peu apporter quelque chose au récit, mais si il y a eu plusieurs cas dans les différents films comme ça, où des descendants ou des ayants droit de personnes qui apparaissent comme ça, comme personnages secondaires dans des biopics, viennent dire c'est pas comme ça qu'était cette personne. On a un peu une falsification de cette histoire de cette personne. Et il y a aussi des biais historiographiques un petit peu sur, en fait on va représenter les personnages qui vont être connus, et on peut avoir une surreprésentation un petit peu, notamment c'est le cas c'est le cas dans la science en général et dans les biopics de scientifiques, sur un peu la mise à l'écart ou l'ignorance de personnalités scientifiques féminines et de leur rapport aux sciences. Et après, donc là je fais un petit point, là, un petit retour sur ce que je disais sur la slide d'avant. Il y a aussi le fait que c'est un film, donc c'est une œuvre d'art, et donc il y a cette question aussi d'utiliser des possibilités artistiques du médium. Donc parfois on a l'impression que les films, justement quand on parlait d'académisme, ont envie un petit peu de se restreindre et de pas vraiment chercher à faire des choses un peu artistiquement poussées, par un petit peu respect de la vie importante de la personne qu'ils veulent filmer, et donc de se limiter un petit peu en quelque sorte, et de pas, entre guillemets, oser aller un peu plus loin ou utiliser des moyens détournés, justement, que permettre le cinéma pour évoquer les différentes personnalités. Mais, donc là, ce que j'avais présenté, c'était plus ou moins des choses qui étaient assez transverses pour tous les types de biopics. Mais quand on parle des biopics de scientifiques, il y a des enjeux un petit peu supplémentaires. Notamment, si on fait un biopic de scientifique, généralement c'est aussi pour parler de sa carrière, de ses inventions et de ses découvertes. Et donc il y a aussi tout cet enjeu un peu de représentation de ces accomplissements scientifiques qui sont
souvent, mais pas tout le temps, moins connues du grand public que par exemple les chansons, pour reprendre l'exemple des chansons, et qui donc pose la nécessité de vulgariser, contextualiser ces découvertes, et notamment de faire des liens avec les attentes supposées ou réelles du public. Donc il y a forcément les liens avec la contrainte la contrainte du long métrage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un exposé de 2 heures sur une invention ou une découverte, alors que bon, il y a plusieurs cas où ça le mériterait, mais de lier ça avec le reste de l'histoire de la personne. Et ce qu'on remarque aussi dans les différents films, c'est qu'il y a aussi un lien qui est fait avec des événements historiques assez marquants, donc notamment pour les figures scientifiques du XXe siècle, les guerres mondiales et la guerre froide. Donc pour un nombre d'exceptions sur John Nash, ça se passe pendant la guerre froide, il y a vraiment un lien qui est fait avec la guerre froide, un peu cette paranoïa de la guerre froide. Et les guerres mondiales, ben, les deux autres, enfin par exemple, The Imitation Game qu'il y a eu sur Alan Turing, ben justement se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et développe un aspect important de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un point important et qui est vraiment assez transverse dans les films. Ouais. Et donc, en plus de vraiment du travail sur l'œuvre scientifique des personnes en elles-mêmes, il y a aussi la représentation du travail scientifique en lui. Et ce qu'on remarque assez souvent, c'est qu'il y a une volonté, mais c'est aussi une volonté qui se retrouve par exemple dans les films sur des chanteurs connus, ou c'est les autres types de films, qui est de mettre en avant un peu cet aspect seul contre tous qui fait en fait une narration très efficace et très poignante, mais qui peut ne pas être vraiment représentative de ce qu'est le travail scientifique ou de ce qu'est l'œuvre scientifique des personnes en particulier. Donc en fait là ce que j'avais fait c'est un peu mettre en avant différents points auxquels j'avais réfléchi, auxquels j'avais pensé sur un peu les biopics en général et les biopics de scientifiques. Donc vu qu'il y a une discussion après, si vous avez d'autres éléments à apporter ou que vous voulez discuter d'autres, on pourra faire ça à ce moment-là. Et après ce que je trouvais intéressant de faire, c'est que bon, j'ai parlé de quelques biopics qui sont des biopics assez connus parce qu'ils ont eu des récompenses et un gros succès, enfin un certain succès en salle. Mais ce que je trouvais aussi intéressant de voir, c'est que de voir comment des films peut-être un petit peu moins connus, enfin je pense qu'ils sont moins connus et qui traitent certains de ces aspects de façon intéressante. Et bah, je voulais en parler un petit peu, donc il y en a 4, et puis bah, pareil, si jamais dans la discussion il y en a d'autres qui vous viennent en tête ou que vous voudriez évoquer, on pourra le faire. Donc, le premier, c'est Einstein et Eddington. Donc en fait, c'est un téléfilm pour la BBC qui a dû passer en France, mais qui n'a pas eu vraiment un énorme impact. Donc c'est un film sur Albert Einstein, donc, qui est joué par Andy Serkis, donc Gollum et autres dans le Seigneur des Anneaux, et David Tennant, donc Doctor Who, qui joue Arthur Eddington. Donc c'est un film assez intéressant parce que, bon, voilà. Donc là on revient un peu sur ces aspects, le lien avec les éléments historiques. C'est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui va en fait se focaliser sur la confirmation expérimentale de la théorie de la relativité générale d'Einstein par les observations astronomiques d'Eddington. Donc Eddington c'est un Anglais qui était à l'université d'Oxford ou Cambridge, je ne sais plus exactement, et qui en fait a un peu découvert la théorie d'Albert Einstein pendant la Première Guerre mondiale et a voulu en fait travailler sur sa confirmation expérimentale, et il s'est retrouvé en fait embuté avec le reste de l'université, vu que en fait Albert Einstein est un scientifique allemand qui travaillait à ce moment-là pour le gouvernement allemand dans l'effort de guerre, et il y a cet enjeu d'avoir l'université qui qui refuse d'aider Arthur Eddington à faire avancer ses travaux. Donc là où je trouve que le film est intéressant, c'est que en fait, il va pas juste se focaliser sur l'un ou sur l'autre, sur donc des deux personnalités scientifiques. C'est vraiment en fait le dialogue entre d'un côté la théorie d'Einstein et les observations expérimentales, les observations astronomiques de Arthur Eddington, qui est montré comme la façon de confirmer l'intérêt, du moins par la validité de la relativité générale,
Et en fait, je trouve que c'est justement intéressant comparé à d'autres films où on a des scientifiques qui ont raison tout seuls dans leur coin et qui doivent triompher de tout le monde, d'avoir un peu cette comment dire, cette dynamique entre les deux travaux. Et d'ailleurs, ça c'est un point c'est un point que j'avais trouvé marrant sur ce point-là. Quand je parlais des scientifiques ou des biopics qui devaient gérer la vision que le public avait déjà des scientifiques, c'est assez drôle parce que j'ai fait un peu une liste, regardé tous les biopics de scientifiques qui existaient, et assez curieusement, il n'y en a pas beaucoup sur Albert Einstein. Il y a quelques séries qui ont été faites, mais pas tant de films que ça. Et en fait, je pense que c'est justement parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments en fait, de Einstein qui sont entrés dans la culture populaire, et que c'est difficile pour un film de vouloir un peu tout faire rentrer dedans, sur sa carrière. Donc c'est ça je trouvais assez marrant, notamment parce que dans le film, donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a la théorie de la relativité générale, je crois qu'il doit y avoir un E égale MC2 quelque part sur un tableau dans le film, et il y a les engagements aussi pacifiques d'Einstein qui sont évoqués, donc il y a quand même certains aspects qui sont déjà dans la culture populaire qui sont là, mais il y a aussi un autre point. Je pense que si je dis Albert Einstein et photographie, tout le monde a à peu près la même image en tête. Et cette fameuse photo d'Einstein qui tire la langue, en fait, elle a été prise en 1950 quand il est prof aux États-Unis. Donc ce n'est pas du tout lié au contexte de ce film-là. Et pourtant, dans ce film, il y a quand même un passage où Albert Einstein regarde la caméra et tire la langue pour reproduire un petit peu cette photo, alors que c'est pas, il y a un certain décalage temporel qui est fait, et je trouve que ça illustre bien le fait que il y a ces attentes un petit peu, où c'est les connaissances réelles ou supposées du public qui rentrent en compte dans la conception de ces films. Donc je sais plus trop si on doit pouvoir le trouver peut-être sur des plateformes type OCS ou Amazon si ça vous intéresse, et puis, mais je pense qu'il n'est pas, je crois pas qu'il soit sorti en DVD. Donc le deuxième film, c'est Agora, qui est sorti l'année suivante, en 2009. C'est un film, alors je sais plus, c'est un film américain mais réalisé par un Espagnol. Et lui, il se passe dans l'Antiquité romaine, en fait, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et il se focalise sur le personnage d'Hypatie d'Alexandrie, donc qui est joué dans ce film par Rachel Weisz, donc à Alexandrie, donc au tournant du IVe siècle après Jésus-Christ. Et qui va se focaliser un peu sur ces questionnements astronomiques sur le mouvement relatif de la Terre et du Soleil, avec un peu en parallèle la montée en puissance de l'Église chrétienne et le déclin de l'Empire romain, donc à Alexandrie, avec la grande bibliothèque et tout ça. Donc le premier point, quand je l'ai vu récemment celui-là, donc je l'avais regardé pour faire cette petite conférence, et le premier point que j'avais trouvé très intéressant, c'est la façon de aussi représenter un peu les questionnements et les connaissances astronomiques de l'époque. Donc il y a tout un travail d'illustration qui est assez bien fait sur un peu les types de trajectoires autour du Soleil, d'abord se dire que la Terre tourne autour du Soleil, mais quel questionnement ça peut être, puis ensuite le fait que c'est peut-être une ellipse avec les mouvements, les courbes coniques, pardon. Et en même temps, le fait de mettre ça en comparaison en lien avec la montée en puissance de l'Église chrétienne, je trouve que ça apporte ça apporte une espèce de complément assez intéressant, notamment sur d'autres histoires qu'on connaît beaucoup mieux, qui ont à peu près les mêmes éléments, notamment Galilée, sur un peu comment on peut avoir ces rapports de puissance, ce rapport de pouvoir en fait entre la science et la religion, mais même au sein de la science et au sein de la religion. Donc il y a des aspects sur ce point-là qui sont intéressants. Puis aussi la mise en avant du personnage d'Hypatie, qui aujourd'hui a été aussi un peu oublié, mais en fait en regardant assez rapidement, j'avais découvert que notamment au siècle des Lumières, les philosophes des Lumières avaient beaucoup écrit sur elle justement pour justement parler de cette question, de ce lien entre la science, l'Église, l'option scientifique. Donc du coup c'était quelque chose qui avait suscité beaucoup de textes et donc qui sont un peu tombés en oubli. Donc je trouve que ce film est intéressant pour rappeler un peu ça. Donc hop, le troisième film c'est The Man Who Knew Infinity. Je crois que ça s'appelle L'homme qui connaissait l'infini.
en français. Donc c'est un film qui est sorti en 2015, mais qui n'est pas sorti en France. Donc du coup, il est passé à la télé, et puis je pense qu'il est sorti en DVD, mais c'est pas un film qui a eu beaucoup de... comment dire, beaucoup de succès et beaucoup qu'on connaît bien. Donc c'est un film qui se centre sur le mathématicien indien Srinivasa Ramanujan, et anglais. Donc Ramanujan a un parcours, un destin assez fascinant, parce qu'il avait une très très grande intuition mathématique, qui lui a fait découvrir plein de formules, et il les avait envoyées, donc quand il était en Inde, il les avait envoyées à des mathématiciens en Angleterre, et c'est le mathématicien anglais, donc J.H. Hardy, joué par Jeremy Irons dans le film, qui avait, en recevant ça, s'est dit, c'est pas juste des élucubrations dont il n'y a rien derrière, il y a quelque chose derrière, et il l'avait fait venir à Oxford, justement pour travailler là-dessus. Donc là aussi, ce que j'avais trouvé très intéressant en voyant le film, c'est justement cette coopération entre ces deux, ces deux personnages, et ces deux, vraiment un peu ces pôles un peu symboliquement opposés, entre l'intuition mathématique qui fait découvrir des choses incroyables, et puis de l'autre la rigueur pour ensuite les prouver et les démontrer sur des problèmes d'arithmétique, pardon, et de dénombrement, enfin sont des choses qui sont... Le film fait un effort assez louable d'essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont assez abstraites, donc qui sont assez, comment dire, difficiles à bien saisir, mais le film le représente. Et je trouve que ça avait été un peu une de ses forces comparée à d'autres films, justement avec ce syndrome un petit peu seul contre tous, d'avoir aussi encore cette dynamique entre deux aspects des mathématiques et un destin aussi une personnalité scientifique assez passionnante aussi, qui a eu une carrière très courte, qui est mort assez jeune, je crois que c'était de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, et qui a laissé énormément de travaux fascinants. Et le dernier, c'est un film qui est sorti entre 2019 et 2020, qui est sorti juste avant le confinement, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qu'il n'a pas eu un très grand succès en salle. Donc c'est un film réalisé par Marjane Satrapi, qui a fait notamment des bandes dessinées avant de commencer à réaliser des films, avec Rosamund Pike dans le rôle de Marie Curie, et aussi Sam Riley dans le rôle de son époux, et donc qui se focalise sur la vie de Marie Curie, et notamment la découverte de la fission nucléaire et de ses conséquences sur le monde en général et sur sa propre vie. Donc ça me permettait de faire un point intéressant par rapport justement à ces biais historiographiques, c'est-à-dire qu'on connaît peu de femmes scientifiques. Donc Marie Curie est l'une des rares, qui a aussi un peu, pas des rares, mais bien connue un peu du grand public. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est clairement la personnalité scientifique qui a le plus de films sur elle. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 un peu depuis les années 30. Donc c'est un peu l'aspect inverse. Et là où je trouve que le film est intéressant, c'est que, alors il commence de façon assez classique, parce qu'il commence avec juste avant la mort de Marie Curie, où en fait on la voit s'effondrer dans son laboratoire après sa vie passée à manipuler des substances radioactives. Et en fait on a un gros retour en arrière pour revenir jusqu'en 1891, son installation à Paris, et puis le moment où elle va commencer à travailler à Paris, rencontrer Pierre Curie, et on va travailler sur la fission nucléaire. Donc il y a une structure narrative au niveau de la chronologie assez classique, mais ce que fait le film aussi de façon assez intéressante, c'est qu'au lieu de faire donc, des flashbacks, il va faire des flash-forward dans un peu l'histoire du XXe siècle,
pour illustrer des applications très matérielles des découvertes de Marie Curie à son époque, donc notamment la bombe nucléaire, mais aussi le nucléaire civil et le nucléaire médical. Donc il y a ce jeu un petit peu de temporalité que j'avais trouvé intéressant, mais qui est qui manque un petit peu de raccord avec la vie de Marie Curie, parce que justement ça fait partie d'un de ces films qui essaie de tout raconter de la vie de Marie Curie. Donc en fait là, Marie Curie est morte en 1934. Là je mets que c'est de 1891 à 1917 parce qu'en fait le film va suivre un petit peu sa vie, donc de 1891 à 1917, et va s'arrêter un petit peu en 1917 sans qu'on sache vraiment pourquoi ils ont choisi 1917, à part que ça faisait un montage de 2 heures et donc du coup je trouve que c'est assez dommage parce qu'en plus à la fin du film, ça c'est un des grands éléments classiques des biopics qui est un peu le dramatisme personnel, c'est-à-dire à la fin du film on a les textes qui viennent dire un petit peu ce qui s'est passé pour chaque personnage. Et pour Marie Curie, il y a une photo du congrès Solvay en 1927. Donc le congrès Solvay, c'est une grande réunion sur justement la physique quantique et la physique nucléaire qu'il y a eu, où Marie Curie était la seule femme, où il y avait notamment Albert Einstein, d'autres scientifiques de renom qui ont travaillé sur ces thématiques-là à cette époque-là. Sauf que la fin du film juste montre cette photo et c'est tout. Donc on ne sait pas vraiment, pour des personnes du public qui ne connaîtraient pas cet élément-là, ils se disent un petit peu qu'est-ce que ça fait là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est un petit peu dommage dans le sens où le fait que le film cherche un petit peu à traiter tous les aspects qui sont intéressants, mais aussi des aspects qu'on connaît moins de la vie de Marie Curie, mais de s'atteler sur ces presque 30 ans et pas raconter le reste, c'est aussi ne pas aussi raconter le développement de la physique nucléaire à cette époque-là, qui a justement mené jusqu'au nucléaire civil, au nucléaire militaire et au nucléaire médical. Donc c'est un peu ces aspects-là où je trouve c'est intéressant à voir, surtout que c'est un film qui est adapté non pas d'une biographie, mais d'une bande dessinée, comment dire, je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas trop en parler, mais au niveau des graphismes, ça c'est pas du tout une bande dessinée conventionnelle comme les Economics, Logicomics qu'on peut avoir, c'est un espèce d'objet artistique assez étrange, et il y a quelques éléments artistiques qui restent dans le film, notamment, alors là je sais pas si on voit très bien sur le truc que j'ai, c'est... pendant tout le film, en fait, Marie Curie garde une fiole en fait de radium autour d'elle, donc une fiole phosphorescente, qui va représenter en même temps son travail et en même temps ce qui va finir par la tuer. Et alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais la fiole en fait ressemble, la forme de la fiole rappelle la forme des bombes nucléaires qui sont lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc il y a cet aspect un petit peu plus artistique et plus graphique qui est mis en place, mais pas tout à fait, mais qui, justement, il y a plein de choses, c'est un film où je trouve qu'il y a plein d'éléments intéressants sur les biopics en général, mais qui est un petit peu plombé par je trouve, à mon avis, cette volonté de reconstruire, d'évoquer la vie de façon aussi linéaire, et du coup de manquer des choses, ou de manquer de liens de ce côté-là. Donc, voilà, c'était les 4 films dont j'avais envie que je voulais évoquer et sur lesquels je voulais discuter. Donc je sais pas si vous... maintenant ça va être là, je vais laisser la place aux questions et puis aux échanges, si jamais vous avez envie de rajouter des choses ou de discuter de choses en plus. Mais je trouve que c'est intéressant parce que de se poser ce genre de questions, parce que j'ai eu un petit peu les deux... je suis autant pas à l'aise avec la vision un petit peu naïve de ces biopics, de se dire c'est des films intéressants qui racontent la vie, et donc du coup en fait on se retrouve un peu piégé par des choix de mise en scène, et on se dit il y a des choses qui sont racontées qui sont pas tout à fait vraies, qui sont un peu falsifiées et tout ça. Mais je suis pas non plus d'accord avec l'idée de se dire juste que c'est des films qu'il faudrait juste pas regarder, qui sont pas intéressants parce qu'ils sont trop justement grillés par ces défauts-là. Donc je pense que c'est des choses intéressantes à garder en tête, et quand on voit ce genre de film, ou même là j'ai parlé des films, mais il y a aussi tout ce qui est bande dessinée et série qui fait ce genre de choses, et
pense que c'est des questionnements qui peuvent être un petit peu transverses.